Donc bonjour à tous, je vous propose de commencer. D'abord, je suis très heureux d'avoir des gens en face de moi. C'est un vrai plaisir pour moi de faire un cours devant des gens. Donc merci d'être là. Et l'autre chose, c'est que je vais un peu, pour ne pas dire complètement changer de sujet par rapport au cours précédent. J'ai parlé de tissu pendant 2 ans. Ce que je veux faire, c'est de descendre à l'échelle inférieure. Et cette année, je vais vous parler de motilité cellulaire. Une autre chose qui est un peu nouvelle, c'est qu'on a essayé de coordonner nos cours avec Thomas Lecuy, qui est le monsieur qui est là au premier rang, et c'est-à-dire de faire un cours sur le même sujet, lui du point de vue du biologiste et moi du point de vue du physicien. Donc son cours est demain matin à 10h. Je ne vais pas, un peu à cause de ça d'ailleurs, je ne vais pas vous faire des grands discours sur pourquoi la motilité est un processus cellulaire essentiel. Je pense qu'il l'expliquera bien mieux que moi. Ce que je vais vous donner simplement pour commencer, c'est des exemples de questions de biologie que moi je connais un petit peu, pour lesquelles le mouvement des cellules joue un rôle essentiel. Alors, le premier mouvement, bien sûr, c'est les cellules, qui sont des organismes unicellulaires qui cherchent leur nourriture. Non seulement elles sont motiles, elles bougent, mais en plus, elles ont besoin d'être dirigées vers la nourriture. Ça, c'est le phénomène de chimiotaxie, qui est quelque chose que je discuterai aujourd'hui. Un deuxième exemple très très classique qu'on trouve dans tous les livres, c'est la guérison de blessures, le wound healing. Ça, c'est les cellules qui doivent se déplacer vers la blessure pour essayer de corriger le problème qui est à cet endroit-là. De façon plus générale, toutes les cellules, ou la plupart des cellules du système immunitaire, doivent se déplacer. Et ça me servira un peu d'exemple. Souvent, elles se déplacent dans les vaisseaux lymphatiques. Et ça, c'est un exemple de moticité cellulaire dans un milieu confiné, qui est quelque chose que je discuterai assez en détail. Après, il y a 2 exemples que moi je connais un peu plus et sur lesquels j'ai un peu travaillé, qui sont les cellules cancéreuses. Alors, les cellules cancéreuses, elles ont tendance à se déplacer quand elles veulent faire des métastases. Elles se déplacent dans la matrice extracellulaire pour aller rejoindre les vaisseaux, et après elles sont transportées vers d'autres organes. Et puis il y a tous les phénomènes de biologie du développement qui impliquent aussi de la motilité. Voilà un peu les exemples que moi j'avais envie de vous donner. Une remarque que je vais faire tout de suite, c'est que dans la plupart de ces problèmes-là, les cellules peuvent se déplacer de manière individuelle ou elles peuvent se déplacer de manière collective. Ça veut dire qu'il y a des effets collectifs de motilité. Je ne discuterai pas cette année les effets collectifs de motilité. Peut-être je ferai ça dans un cours suivant. Je travaille dessus en ce moment avec un postdoc, mais les choses ne sont pas encore assez mûres pour moi pour faire un cours là-dessus. Donc je ne parlerai que de cellules individuelles. Alors, je vais continuer à mettre des restrictions. Je vais me limiter aux cellules eucaryotes et tous les exemples que j'ai cités ici impliquent des cellules eucaryotes. Ce que j'entends par là, c'est que je ne parlerai presque pas de bactéries. Alors, j'en parlerai un petit peu aujourd'hui, parce que je vous ai dit que je parlerai de chimiotaxie, mais c'est la seule fois dans le cours où je parlerai de bactéries. Toutes les autres fois, je parlerai de cellules eucaryotes, implicitement, mais même quand je ne le dis pas. Voilà une deuxième limitation. Une troisième chose que je voulais dire, c'est que traditionnellement, la motilité de cellules, elle était étudiée surtout à 2 dimensions, au moins pour les cellules qui se déplacent en contact avec un substrat, et pas à 3 dimensions. Par contre, là, j'essaierai d'étudier des mouvements de cellules à 2 dimensions et à 3 dimensions, ou comme je disais, en géométrie confinée, des cellules qui se déplacent dans un canal. Donc ça, c'est un peu les choses que je vise.
c'est étudier des mouvements cellulaires. Et puis les mouvements confinés. En fait, ce que je veux faire, c'est essayer de discuter les principes généraux de la motilité, c'est un peu ça mon idée, du point de vue du physicien, et puis d'illustrer ces principes généraux par des cellules qui sont plutôt des cellules modèles. Alors je vais vous montrer les cellules modèles que j'ai un peu en tête, c'est les cellules qui ont été très très étudiées, notamment par des physiciens, et puis pour tous les principes que j'essaierai de mettre en avant, j'illustrerai le phénomène physique associé par une de ces cellules modèles. Alors, mes cellules modèles, elles sont ici, donc celle de gauche. Celle-là, c'est ce qu'on appelle un kératocyte. C'est une cellule qui est très plate. Dans cette direction-là, elle fait à peu près 30 microns. Dans celle-là, elle en fait une quinzaine. C'est des cellules de la peau des poissons. En fait, c'est assez facile de faire des images comme ce film qui est là. Mes étudiants théoriciens, quand on travaillait là-dessus, ils avaient été acheter des poissons et ils arrivaient à regarder au fond d'une boîte de pétri des cellules comme ça et à les regarder sur microscope. Donc même des gens qui ne sont pas du tout spécialistes peuvent regarder ça. Je vais vous montrer le mouvement. Donc voilà le mouvement d'un kératocyte. Ça a été beaucoup étudié, cette cellule-là, par un monsieur qui est à Genève, qui s'appelle Sacha Verkowski. Donc je vous montrerai pas mal d'expériences de Sacha Verkowski. C'est juste une couche de cellules très très plate qu'on voit à l'avant ici, qui s'appelle un lamellipode, ou une lamelle suivant les cas. Et toute la machinerie qui permet la motilité est dans cette région-là. Le deuxième exemple très très classique de motilité cellulaire, qui est très différent, c'est cette amibe que quand j'en parlerai, je l'appellerai dicti. Alors je ne l'avais pas vu, mais il manque un T ici, qui s'appelle Distiostelium discoidum. Vous allez voir que le mouvement est très très différent. Alors il faut regarder l'image de gauche, l'image de droite, c'est aussi dicti, mais c'est quelque chose qui a été où des mutations ont été faites. Donc on voit cette cellule qui lance des protrusions et qui est tirée par ces protrusions. Ces protrusions, dans ce cas-là, s'appellent des pseudopodes. Donc voilà les deux exemples classiques de la motilité cellulaire. Alors j'en ai encore deux autres à vous montrer parce que c'est des choses qui relèvent un peu de ce que j'ai écrit ici. Ça, c'est un leucocyte, donc un globule blanc, et il se déplace dans du collagène. Donc c'est un mouvement, cette fois, qui a 3 dimensions, contrairement aux 2 précédents. Et voilà, là aussi, il se passe beaucoup de choses à l'avant de la cellule, et puis l'avant de la cellule tire l'arrière de la cellule. Je n'ai pas donné d'ordre de grandeur des vitesses de migration. Le kératocyte, c'est un peu la Ferrari des cellules. Un kératocyte, ça se dépasse. La bonne unité, c'est des microns par minute. La vitesse d'un kératocyte comme ça, sur une surface solide, c'est une dizaine de microns par minute. J'ai un exemple ici où la cellule est moins torturée. Elle reste ronde. Ça, c'est une expérience qui a été faite à l'Institut Curie, dans le laboratoire de Philippe Chatrier. C'est une cellule de cancer du sein qui se déplace dans du matrigel. Ça, c'est quelque chose qui reconstitue la matrice extracellulaire. Et si on regarde le film, cette cellule, elle bouge très peu, et puis le film se boucle, mais elle bouge absolument sans se déformer. Elle garde sa forme sphérique, celle-là, quand elle bouge. Donc voilà des exemples différents. C'est ce genre de choses que j'ai envie de comprendre, et j'ai envie de le comprendre quantitativement en analysant un peu les effets physiques qui sont derrière. Alors si vous êtes venu à mes cours précédents, je suis un petit peu obsédé par la matière active. Donc une bonne partie des idées que je vais utiliser, c'est les idées qui viennent de la matière active pour étudier ce mouvement cellulaire. Alors j'ai un dernier film à vous montrer, qui est ce que je ne vous montrerai pas. C'est des effets collectifs de motilité cellulaire. C'est un film qui a été fait par Peter Friedel, qui est en Hollande. Et vous voyez que cette fois, il n'y a pas une cellule qui bouge, il y a toute une cellule qui bouge. Elle bouge tout au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a des espèces, moi j'aime bien appeler ça des autoroutes à cellules. Et c'est même plus spectaculaire que ça. Quand vous regardez ce film-là,
c'est qu'il y a des cellules qui vont vers la droite et des cellules qui vont vers la gauche. Donc il y a des régions où les cellules se déplacent. Dans la ligne du haut, elles vont vers la droite, dans la ligne du bas, elles vont vers la gauche. Ça, c'est des effets qui sont des effets collectifs, et c'est exactement les choses, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de ça, mais c'est exactement les choses que je ne discuterai pas cette année. Donc voilà un peu le cadre de ce que je veux faire cette année. Ce que je vais faire aujourd'hui, qui va être un petit peu différent de ce que je vais faire dans tous les cours suivants, c'est que je vais essayer de discuter des propriétés globales du mouvement sans rentrer, j'allais dire, à l'intérieur de la cellule et sans m'inquiéter de ce qui crée le mouvement. Et puis tous les autres cours, j'ai un problème. Voilà. Tous les autres cours seront plutôt orientés sur comment se crée le mouvement d'une cellule ou comment se crée le mouvement de ces tubes de cellules que j'ai montrés au début. Donc aujourd'hui, des choses très générales qui sont peut-être très simples et que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, mais que je pense qu'il est bon de rappeler. Et ce par quoi je vais commencer, c'est ce que je vais appeler une marche aléatoire persistante. Alors le cours s'appelle Introduction . Donc mon premier point, c'est qu'est-ce que c'est qu'une marche aléatoire persistante. Si on regarde presque toutes les cellules que je vous ai montrées, qu'elles se déplacent à 2 dimensions ou qu'elles se déplacent à 3 dimensions, si on regarde ce qui se passe à temps court, en gros, elles se déplacent en ligne droite à vitesse constante. Donc à temps court, le mouvement est balistique. Par contre, à temps long, le mouvement devient aléatoire et on a une marche aléatoire. Donc c'est un mouvement brownien à temps long, un mouvement balistique à temps court. C'est ça que j'appelle une marche aléatoire persistante. Si je regarde des petites séquences de la trajectoire, elles vont être droites. Puis si je regarde des très très grandes séquences, ça ressemble à une marche aléatoire. En fait, il y a 2 modèles de marche aléatoire persistante. Il y en a un qui est celui qui a été très détaillé pour les bactéries, qui s'appelle le modèle de Run and Tumble. Alors, je vais faire comme les années précédentes, je ne vais pas vous donner des références explicites sur le tableau. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le site les références que j'ai utilisées. Il y a un livre, alors la personne qui a très très développé ça, c'est Howard Berg. Il y a un livre que je trouve absolument magnifique, j'en citerai un deuxième d'ailleurs de Howard Berg, dans pas très longtemps, qui s'appelle Brownian Motion in Biology. Je vais passer un peu de temps à vous décrire ce que c'est qu'un mouvement de Run and Tumble. Et puis il y a un deuxième mouvement, qui est ce que les gens appellent les particules browniennes actives. Alors ça, c'est un peu un des modèles que les gens ont beaucoup utilisé comme modèle de la matière active. Ça ne marche pas en français, mais l'acronyme qu'ils utilisent, c'est APB, Active Brownian Particle. Alors, je vais commencer par les Run and Tumble. Et donc, je vais vous montrer une image de Howard Berg. Je ne fais pas de temps très, très original. Voilà l'image de Howard Berg sur la statistique. Donc, ça, c'est la trajectoire d'une bactérie qui est E. coli. Et vous voyez qu'il y a 2 étapes dans cette trajectoire. La bactérie bouge en ligne droite. Ça, c'est ce qu'on appelle un run. Ici, elle tourne sur elle-même et elle repart en ligne droite.
En pratique, l'orientation n'est pas tout à fait aléatoire. Je vais considérer ici que la réorientation est aléatoire. C'est quelque chose qui est assez facile à traiter, hein, et qu'on peut simplement, en changeant un peu les paramètres, on arrive à se ramener au cas où la réorientation n'est pas aléatoire. Vous avez les longueurs des runs ici, c'est 1 seconde. La longueur de tumble, c'est 0,1 seconde. Donc les tumbles sont extrêmement rapides. Et je vais encore simplifier le problème en décidant que les tumbles sont instantanés. Donc elle va dans une direction donnée, elle change de façon aléatoire de direction, et elle recommence cette histoire-là. Alors il y a un film qui va avec, que vous avez peut-être vu, et que j'ai pris sur le site de Warburg, où on voit ces bactéries Escherichia coli qui bougent en faisant tourner leur hélice. Et puis, ce qu'on voit surtout d'ailleurs sur cette image-là, c'est on les voit aller en ligne droite. On voit un événement où elles partent dans la 3e direction. Je peux vous le repasser une fois si vous voulez. Il repart. Si vous regardez bien, il y a un moment, celle qui est au milieu va partir, elle va sortir du plan focal et on ne la voit plus après. Donc voilà ce mouvement de run and tumble. C'est quelque chose qui est relativement simple. Ce qu'on admet en plus, donc pendant les runs, la vitesse est constante. Je vais supposer que le tumble est instantané. Et que la réorientation est aléatoire. La dernière hypothèse que fait Warburg, c'est qu'il considère que la statistique des temps, de la durée des runs, que je vais appeler le temps de tumble, a une distribution poissonienne. Je vais appeler T indice T, et la probabilité de T indice T, c'est 1 sur tau. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pensais que cette chose-là était admise par tout le monde. Ce n'est plus tout à fait le cas. Il y a plusieurs expériences récentes qui montrent qu'à temps long, la distribution des runs décroît un peu moins vite qu'une exponentielle. Elle a une queue épaisse, comme disent les gens. Une des personnes qui a fait ça récemment, c'est Éric Clément, qui est à l'ESPCI. L'article, c'est Figueroa. Dans Fisrevix en 2020. Et la différence entre cette statistique poissonienne et la statistique qu'il mesure, il l'explique par la stochasticité du moteur qui fait tourner les hélices. Donc il y a une corrélation entre la stochasticité du moteur et le fait que la distribution n'est pas poissonienne. Je vais oublier cet effet-là, sauf si la distribution devient extrêmement singulière, c'est-à-dire si elle commence à décroître comme une loi de puissance à grande valeur du temps. Ce que je dis ne sera pas vraiment changé par ça ne changera des coefficients numériques. Ce temps de run tau, c'est le temps de 1 seconde qui est là-haut. La vitesse d'une bactérie comme ça, c'est 20 microns par seconde. Donc ça vous donne bien la statistique de ces choses-là. Donc si je regarde maintenant un pas I, la bactérie va à une vitesse V, mais son orientation est aléatoire. Donc je vais appeler NI la vitesse VI pour un pas I. C'est une orientation NI fois le module de la vitesse. Et le module de la vitesse, il est le même dans tous les runs. Et puis la distance parcourue pendant un run, le run dure une durée TI, c'est RI égale VI fois T. Ça, c'est un mouvement à vitesse constante le long d'une droite, il n'y a rien de difficile. Ensuite, je vais regarder le vecteur total qui a été parcouru en n pas. Donc le vecteur total, c'est R égale somme sur I de VI TI. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas pour une trajectoire donnée, c'est de moyenner sur les trajectoires. Et puis si je prends la valeur moyenne ici,
je moyenne sur le changement d'orientation à chaque tumble. Comme la réorientation est aléatoire, ça donne 0. Le vecteur R, il a la même probabilité que le vecteur moins R. Donc en moyenne, ça fait 0. C'est-à-dire si je veux mesurer, et c'est pareil pour tous les mouvements browniens, hein, si je veux mesurer la distance parcourue par la bactérie, il faut que je prenne le carré de R. Donc je vais calculer la valeur moyenne de R2. Comme deux runs ont des orientations aléatoires, il n'y a pas de terme croisé quand je moyenne dans le produit. Et donc ça, c'est somme sur I de VI carré, de V2, c'est le même, fois valeur moyenne de TI carré. Après, je peux calculer la valeur moyenne de TI carré avec cette distribution qui est une distribution de Poisson. Je ne vais pas vous faire le calcul, mais vous pouvez me faire confiance. Ça ne donne pas taux 2, ça donne 2 taux 2. Et puis le temps T pendant laquelle la bactérie s'est baladée, en moyenne, chaque run a une longueur taux, donc le temps T, c'est N taux. Donc ça, c'est 2, et le 2, il vient de la moyenne de ça, fois N, fois taux 2, fois V2, et ça fait 2 V2 taux T. Maintenant, j'étudie la bactérie à 3 dimensions. Ça, c'est bien un mouvement diffusif. R2 est proportionnel à T. Traditionnellement, on écrit que RD, c'est 6dt. Donc, il y a un facteur qui dépend de la dimension qu'on met devant. Ça veut dire que le coefficient de diffusion à 3 dimensions, ça va être D. C'est V2 taux sur 3. Le point sur lequel, je vous laisse calculer un ordre de grandeur avec ce que j'ai donné, le point sur lequel je veux insister, c'est que ça, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que le coefficient de diffusion thermique. Donc le bruit thermique ne compte pas là-dedans. Le bruit qui crée la diffusion, c'est le bruit de réorientation à chaque tumble. Donc à temps court, ça va à la vitesse V en ligne droite, et à temps long, j'ai une marche aléatoire avec un coefficient de diffusion qui est là. Alors en fait, on peut aller un peu plus loin sur ce modèle de run and tumble. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est quelque chose qui a été fait à ma connaissance par la première fois par quelqu'un qui est biologiste, qui s'appelle Mark Schnitzer. Il a publié en seul auteur un article qui est dans une revue de physique, qui est Physical Review. Alors cet article, pour moi, est assez remarquable. Par contre, il a raté un peu des choses sur la chimiotaxie. Donc ce qu'il dit sur la chimiotaxie, ça ne sera pas en accord avec ce que je dirai après. Mais tout ce qu'il dit sur la statistique de ce mouvement brownien-là est extrêmement bien fait. Et je pense que c'est un peu la référence dans ce domaine-là. Alors ça date de 1993. Ce que fait Schnitzer, c'est qu'au lieu de s'intéresser au pain individuellement, il regarde la probabilité que la particule soit à une position R avec une orientation de la vitesse qui est un vecteur unitaire n à un instant t. Ça, c'est P de R nt. Et si je connais P de R nt, je peux calculer toutes les propriétés de la bactérie. Et il fait un peu plus, c'est qu'il considère que la vitesse V des runs n'est pas uniforme. C'est-à-dire que suivant l'endroit où est la bactérie, elle peut aller à une vitesse qui est différente. Donc il y a une vitesse V de R. La vitesse V, c'est N fois V de R. Après, ce qu'on a envie d'écrire, c'est une équation qui s'appelle une équation de Fokker-Planck pour cette probabilité P. Alors, dp sur dt,
si la vitesse est v, la probabilité elle est transportée à la vitesse v. Ça veut dire qu'il y a un flux de probabilité qui est p fois v. Et ce qu'il faut que je mette ici, c'est un terme de transport qui est plus la divergence de p fois v. Si c'était une particule qui se déplaçait comme ça et que rien ne lui arrivait, c'est tout ce qu'il y aurait. Par contre, il y a des changements d'orientation et ces changements d'orientation sont aléatoires. La probabilité que la bactérie quitte sa trajectoire linéaire, c'est 1 sur tau. Donc il y a un premier terme qui est moins 1 sur tau fois p. Ça, c'est le taux de changement d'orientation. Et puis, il faut que pour que ça soit dans une direction, qu'on perde dans une direction n, il faut que ça soit proportionnel à la probabilité p. Et puis, il y a un deuxième terme. Il y a un deuxième terme qui font que quand la bactérie a une orientation n', elle peut changer aléatoirement d'orientation de sa vitesse. Et ce changement aléatoire, il peut arriver à être n. Donc, il y a un terme de production. Donc, quelle que soit son orientation, elle a une certaine probabilité avec une rotation aléatoire, et c'est le 1 sur 4pi, si ça vous dit que la probabilité angulaire est uniforme. Elle a une probabilité de se retrouver après le changement d'orientation dans la direction n. Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la probabilité que la densité de la bactérie, donc je vais appeler la densité ρ de R. C'est somme sur toutes les orientations de P de n dn. Ça, c'est la densité ici. L'intégrale sur tous les n' de dn', c'est la densité. Aléatoirement, une bactérie choisie au hasard peut changer son orientation pour se retrouver dans la direction n. Après, il faut résoudre cette équation de Fokker-Planck. C'est assez facile de le faire. Et la seule chose qui va m'intéresser, c'est de regarder un état stationnaire. C'est-à-dire un état où la probabilité ne dépend pas du temps t. Je vais vous écrire la solution de cette équation dans l'état stationnaire. P, alors j'ai oublié un taux ici, c'est ρ sur 4pi. Ça ne dit rien du tout, ça dit qu'il y a un terme où l'orientation des bactéries est complètement arbitraire. Et puis, il y a une correction à ça qui est c'est ρ sur 4pi moins taux sur 4pi fois gradient de ρ fois v. Alors, cette solution n'est pas exacte. La seule chose qu'elle suppose, c'est que les propriétés du système, à savoir la vitesse de la bactérie le long de sa trajectoire, ce V de R, varie lentement dans l'espace. Et ce que ça veut dire lentement dans l'espace, ça veut dire qu'elle varie sur des échelles de taille qui sont bien plus grandes que chacun des pas qui est là. Donc la seule chose que je regarde, c'est le comportement à grande distance. Ce qui se passe à l'intérieur du pas, ça ne m'intéresse pas vraiment, parce que je sais que ça se passe à vitesse constante. Donc je suppose que la variation est petite, le gradient est petit par rapport à ces échelles-là. Oui ? J'entends pas. Alors, le terme de bruit, c'est la diffusion. On va y arriver. Il y a un terme de bruit qui va sortir. Le bruit, il est là. Ça, c'est une probabilité par unité de temps que la particule change de direction. Donc, il y a un taux, et ce taux, c'est une probabilité par unité de temps. Donc, le terme qui va créer le bruit, c'est ce terme-là. Ou celui-là. Et si vous intégrez sur n, ce terme-là doit compenser celui-là, parce que la somme sur toutes les orientations doit rester la même quoi qu'il arrive. Donc voilà la probabilité P. Ce que je vais faire, c'est exactement ce qu'il veut, c'est que je vais calculer le courant de bactéries, donc le courant de probabilité. Je vais le mettre ici, si je trouve de quoi effacer.
Alors, le courant de bactéries, si je fixe l'orientation, c'est simplement le courant de probabilité, c'est la probabilité fois la vitesse. Ce que je veux, c'est le courant de bactéries indépendamment de l'orientation. Donc je vais intégrer ça sur toutes les orientations. Donc le courant total, c'est somme de PV/dN. Si je prends ce terme-là, la probabilité est isotrope. Je moyenne la vitesse qui est le long de n. Donc quand je somme sur n avec le premier terme de P, ça va donner 0. La seule chose qui va rester, c'est le terme qui vient du deuxième terme de P, qui est gradient de ρV. V, c'est proportionnel à n, ça ne dépend pas de la position, donc ça, c'est proportionnel, c'est dans la direction du vecteur n. Celui-là est aussi dans la direction du vecteur n, donc quand je moyenne, ça ne va pas faire 0. Alors je vous laisse faire le calcul, hein, c'est un jeu simple. Ce qu'on trouve, c'est que ce courant-là, c'est moins V taux sur 3 gradient de ρV. Le courant, c'est un vecteur. Le vecteur, c'est le gradient. Ρ dépend de la position. Et V, qui est la vitesse, j'ai dit dépendait de la position aussi. Alors, c'est intéressant de développer le gradient. Hein, ça, c'est la dérivée d'un produit. Donc, il y a un premier terme qui vient de gradient ρ. Ça fait moins V2 taux sur 3 gradient ρ moins ρ et taux sur 3 gradient V. Alors, ce terme-là, il a exactement la forme qu'on attend. C'est un terme, le flux est proportionnel au gradient de la densité. Et on retrouve le coefficient de diffusion. Le coefficient de diffusion, c'est bien V2 taux sur 3, avec une différence ici quand même que c'est un problème où le coefficient de diffusion dépend de la position. Ce n'est pas le seul terme. Dans le courant, il y a un deuxième terme ici. Ce deuxième terme, il vient du fait que la vitesse n'est pas uniforme. Donc si je déplace la bactérie, il y a un gradient de vitesse. Et ça crée un courant. Ça crée le courant, même si la densité est constante, qui est donné par ce terme-là. En fait, si on veut regarder la conséquence, c'est mieux de regarder cette première équation ici. Qu'est-ce qui se passe si j'atteins un état stationnaire pour la densité? Donc je fixe le champ de vitesse, ça c'est l'environnement de la bactérie qui fixe le champ V2R. Et puis je vais regarder si j'atteins un état stationnaire. Donc, si j'atteins un état stationnaire, le flux doit être nul. Hein. Dans un état stationnaire, il n'y a pas de courant. Si le flux est nul, ça veut dire que ρV est égal à une constante. Donc si l'environnement varie, si la vitesse V de R varie, la densité varie, et la densité, elle varie comme une constante sur V. Donc la densité, elle est grande, là où la vitesse est petite. Pourquoi? Parce que si vous allez à grande vitesse, vous allez aller vers les régions où la vitesse est petite, mais vous repartirez moins parce que le flux sera inférieur, parce que vous repartirez à petite vitesse. Le point sur lequel je veux insister, c'est que ce résultat-là, c'est un résultat de physique complètement hors d'équilibre. Si je regarde un problème de physique à l'équilibre, la distribution de position, c'est exponentielle moins le potentiel divisé par kT. Ici, non seulement ça ne dépend pas que de l'énergie, mais ça dépend de cette vitesse de la bactérie quand elle fait ses runs. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir des gradients de densité qui vont être introduits par des gradients de vitesse. Et je sais relier le gradient de densité au gradient de vitesse. Ça peut aider à faire ce que je disais tout à l'heure. Ça peut aider à diriger les bactéries vers un endroit donné. Il s'avère que ce n'est pas comme ça que ça marche pour les bactéries. Ce n'est pas les gradients de vitesse qui créent la chimiotaxie, mais c'est un effet qui pourrait exister pour d'autres propriétés. Donc voilà ce qu'a fait Schnitzer.
Je reviendrai tout à l'heure sur ces effets de chimiotaxie. Ce que je veux faire tout de suite, c'est vous raconter en 2 minutes l'autre modèle, les particules browniennes actives. Ce que je vais supposer maintenant, donc là, je peux suivre une bactérie, elle va avoir une trajectoire. Voilà la trajectoire de la bactérie. Et puis à chaque point, l'orientation de la vitesse, le vecteur unitaire qui porte la vitesse, il est tangent à la trajectoire. Donc ça veut dire qu'en chaque point, je peux tracer mon vecteur n ici. Si la bactérie est ici à un temps t, ça sera n de t. Si elle est ici à un temps t', ça sera n de t'. Ce que suppose le modèle de particules browniennes actives, c'est que l'orientation de la vitesse a un mouvement de diffusion rotationnelle. Donc l'angle change comme ça de manière complètement aléatoire. Il y a un mouvement de diffusion de l'angle d'orientation de la vitesse. Il y a un coefficient de diffusion rotationnelle associé. Ce coefficient de diffusion, il est tel, si vous le faites à 2 dimensions, que l'angle θ au carré dont ça a tourné, c'est θ2 proportionnel à t. Et il y a un facteur 2 parce que c'est un problème à une seule dimension. Je vais appeler dr ce coefficient de diffusion de rotation. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est l'inverse d'un temps. Donc ce coefficient de diffusion de rotation, il va jouer le rôle de l'inverse du temps tau qui était ici. Maintenant, la diffusion rotationnelle, c'est un problème qui est bien étudié et que je ne vais pas vous décrire en détail. Ce qu'on peut montrer, c'est que si on a un vecteur qui a un mouvement de diffusion rotationnelle comme ça, les corrélations d'orientation, c'est-à-dire que la valeur moyenne de n de t, n de t', alors si t égale t', ça fait 1, parce que ça fait n de t au carré, c'est un vecteur unitaire. Et puis ça décroît, et ça décroît de façon exponentielle. C'est exponentielle ça doit dépendre de t moins t'. Ça, c'est l'invariance par translation dans le temps. Et ça ne dépend pas. Si je renverse t', c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a une valeur absolue ici. Mais ça décroît, et si je prends des temps très très éloignés, si je prends des temps très très éloignés, ce point-là va être très loin de celui-là. Je vous ai dit qu'à distance très grande, c'était un mouvement diffusif, et donc l'orientation va être complètement aléatoire. Ça, il faut écrire une équation de Fokker-Planck pour la rotation, et puis c'est un vrai problème du 19e siècle. Vous décomposez ça en harmonique sphérique, et puis ça donne ce résultat extrêmement rapidement. Donc voilà les corrélations d'orientation. Après, c'est extrêmement simple de regarder le mouvement de la bactérie. La vitesse v de t, c'est v fois n de t. Et je vais revenir au cas simple en supposant que le module de la vitesse est constante. Ça veut dire que le vecteur parcouru par la bactérie, r de t, c'est somme de 0 à t de v n de t' dt'. C'est pareil que tout à l'heure, si je calcule la valeur moyenne de ça, je vais trouver 0, parce qu'elle a la même probabilité de tourner vers le haut que de tourner vers le bas. Donc la valeur moyenne de R, c'est 0, donc je vais calculer la valeur moyenne de R2. Donc il y a deux intégrales de 0 à t. J'ai somme de 0 à t de dt1, somme de 0 à t
dt2, il y a un facteur V2. N de t, N de t'. Et comme N de t, N de t', je le connais parce que c'est un résultat du mouvement de diffusion, je n'ai plus qu'à reporter ça là-dedans, faire le calcul. Je vous laisse le faire. Et on trouve que R2 de t, alors, c'est 2V2 sur dr. T moins. Donc voilà ce qu'on trouve. Dans la physique des polymères, la physique des polymères, c'est la même que la physique du mouvement brownien, parce que la statistique, c'est une statistique de mouvement brownien. Cette fonction-là s'appelle la fonction de Debye. Si vous avez des loisirs, je vous laisse regarder ce qui se passe. Il y a clairement deux limites. Il y a la limite où le temps est petit, et petit, ça veut dire que dRt est plus petit que grand 1. Et il y a la limite où le temps est grand. Si le temps est petit, donc si dRt est inférieur à 1, R2 de t, c'est V2 fois T2. Ça, c'est rien d'autre de dire que le mouvement est balistique. Je suis parti de ça, j'ai dit si je regarde des temps courts, ça va à vitesse constante. Le carré d'un mouvement à vitesse constante, c'est bien V2 T2. Donc je suis cohérent avec ce que j'ai dit au début. C'est plus intéressant de regarder ce qui se passe quand on regarde à temps long. Donc à temps long, R2 est proportionnel à T. Ça veut dire qu'à force de diffuser, la trajectoire est devenue complètement aléatoire. On retrouve bien un mouvement diffusif. R2 doit être égal à 6 dt et je retrouve le même coefficient de diffusion. Si je regarde simplement le coefficient de diffusion, à condition que j'identifie le temps de diffusion de rotation à 1 sur t, je trouve dans les deux modèles le même coefficient de diffusion. Il y a des propriétés pour lesquelles les modèles sont un peu différents, mais en gros, qualitativement, ça donne la même chose. Donc voilà ce qu'on attendrait pour le mouvement de bactéries. Et suivant les cas, les gens utilisent l'un ou l'autre. Pour des bactéries comme Escherichia coli, c'est clairement le mouvement de run and tumble qui est observé. C'est ce que je vous ai montré au début. Après, il y a la question de est-ce que cette histoire de marche aléatoire persistante, c'est quelque chose qu'on peut observer d'une autre façon expérimentalement. Ce que je voudrais vous montrer là, il faut que je ferme. C'est une expérience qui a été faite dans le groupe de Mathieu Piel à l'Institut Curie, qui a une idée assez marrante. Il faisait des lignes sur lesquelles il faisait avancer des cellules. Donc c'est un mouvement de cellules à une dimension sur une surface, sur des lignes. Et son jeu, c'était d'essayer de regarder quelles étaient les cellules les plus rapides. Donc il a écrit à je ne sais pas combien de ses collègues, 50 autant que je me souvienne, qui lui ont envoyé 50 lignées cellulaires, et puis il a organisé une course de cellules pour savoir laquelle serait la plus rapide. Alors j'ai deux films là. Je crois que je vais commencer par celui de droite. Là, vous voyez des cellules. Ça, c'est les cellules sprinteuses, c'est celles qui vont très vite. Et en gros, il ne se passe rien. Ça veut dire qu'elles traversent à toute vitesse le champ. Ça veut dire que la vitesse est constante. Donc celles-là, même si elles ont un mouvement de run and tumble, le temps de tumble, il est plus long que le temps qu'elles mettent pour aller de la gauche vers la droite. Et ça, c'est des cellules qui vont très vite. Après, il y a des cellules qui ont des temps de tumble qui sont plus courts que le temps qu'elles mettent à traverser. Elles vont un peu moins vite. Et vous allez voir qu'on voit très bien qu'elles avancent dans une direction, puis elles repartent dans l'autre direction, puis elles repartent dans cette direction-là. Puis il y en a une partie qui va sortir vers la droite et il y en a une partie qui va sortir vers la gauche. Donc ici, on voit très bien le temps de changement d'orientation de la bactérie. Sur ce côté-là, on ne le voit pas parce qu'elles vont tellement vite qu'on les a enlevées du système avant qu'elles aient eu le temps de faire demi-tour. Donc voilà une illustration qui est assez amusante de ce mouvement de run and tumble. Le point sur lequel je veux insister, c'est que beaucoup de ces cellules vont beaucoup moins vite
que ce que je vous ai donné comme ordre de grandeur pour les kératocytes. Ça peut être 1 micron par minute ou parfois beaucoup, beaucoup moins. Donc il y a des cellules qui sont beaucoup, beaucoup plus lentes que les cellules que je vous ai montrées au début. Donc voilà ce qui se passe si on prend des cellules ou des bactéries qui se déplacent dans un milieu où elles ne sont pas guidées. Ce que je veux discuter maintenant, c'est ce que je vais appeler les phénomènes de taxie. Et de marche aléatoire dirigée. Alors, comme je le disais au début, les cellules, en particulier les cellules qui ont une fonction, elles doivent remplir leur fonction à un endroit donné. Et en général, il y a un signal qui leur dit où aller remplir leur fonction. Alors, qu'est-ce que c'est un signal? Un signal, c'est un gradient d'un champ scalaire. Alors j'ai une slide ici qui est tirée d'un article de revue récent, qui date de 2020 ou de 2021, cet article-là, qui vous montre tous les champs scalaires qui peuvent diriger le mouvement de cellules. Alors le plus simple et le plus connu, c'est ce qui est appelé, en français c'est un peu compliqué, on dit soit chimiotaxie, soit chémotaxie. J'ai passé une bonne après-midi à discuter avec un étudiant de Pascal Silberzan sur celui qu'il fallait dire, et j'utilise les deux à peu près au hasard. En gros, il y a un composé chimique qui vient d'une source ici, donc il y a un gradient de ce composé chimique, et vous avez le système de détection, il y a des récepteurs de la cellule qui vont détecter ce composé chimique, et la cellule, quand le composé est un attractant, va se diriger dans le sens du gradient. Si le composé est un répulsif, elle va aller dans le sens opposé au gradient. Et puis depuis, les gens ont trouvé plein d'autres champs qui peuvent faire ça. Il y a un mécanisme qui s'appelle la durotaxie. Si vous mettez une cellule sur un substrat dont la rigidité c'est le module élastique, n'est pas homogène, elle est dirigée vers les régions où le module élastique est le plus élevé. Il y a un autre phénomène qui s'appelle l'aptotaxie. Quand la cellule se déplace sur un substrat, il y a une force de friction qui retient la cellule sur le substrat. La cellule adhère par des points d'adhésion, et puis quand elle tire, les points d'adhésion se décrochent, ça crée une friction. Il peut y avoir aussi des gradients de friction, et les gradients de friction peuvent orienter le mouvement, ou des gradients d'adhésion peuvent orienter le mouvement. Ça s'appelle l'aptotaxie. Un autre, dont moi, je suis un peu naïf, j'aurais pensé au début que ça n'avait aucun rôle, c'est la galvanotaxie. Ça, c'est un gradient de potentiel électrique. Alors, le mécanisme est expliqué ici. Quand vous avez une couche de cellules épithéliales, en général, il y a une différence, en particulier quand elle divise deux compartiments, il y a une différence de potentiel électrique des deux côtés de la couche de cellules épithéliales. Si la cellule est endommagée, si la couche est endommagée, au point où elle est endommagée, ça coupe le gradient de potentiel électrique, et donc ça fait un endroit où le potentiel électrique devient zéro. Et bien après ça, vous avez créé un gradient de champ électrique le long de cette couche-là. Ce gradient de potentiel électrique, c'est un champ électrique, et ça peut diriger le mouvement des cellules par un mécanisme qui s'appelle la galvanotaxie. Donc dans cet article, j'allais dire officiel, il y a ces modes de taxie-là. Il y en a d'autres. Je parlais tout à l'heure de l'équipe d'Éric Clément. Ils étudient ce qu'ils appellent la magnétotaxie. Il y a des bactéries qui sont magnétiques. Si vous les mettez dans un champ magnétique, elles sont tirées par le champ magnétique et elles se dirigent vers les champs magnétiques. Un autre que je connais, c'est la barotaxie, qu'on avait étudié avec l'équipe de Anna Maria Lennon à l'Institut Curie. Si vous mettez des cellules dans un labyrinthe, que vous mettez des gradients de pression aux bornes du labyrinthe, vous allez forcer les cellules à aller vers l'endroit où la pression est plus basse. Dans ce cas-là, c'est moins le gradient de pression qui crée le mouvement. Donc j'en ai un autre, alors qui n'est pas ici, mais j'avais un deuxième article de revue qui parlait aussi de topotaxie, où la topographie de la surface pouvait aussi diriger le mouvement de cellules. Je vous montrerai un exemple dans le dernier cours ou l'avant-dernier cours
où la rugosité de la surface peut créer un mouvement d'une cellule. Donc voilà les problèmes que j'ai envie d'étudier. Si vous revenez au résultat de M. Schnitzer, si la vitesse locale dépend d'un paramètre extérieur, que ce soit la pression, la température, la concentration d'un composé, il y a un gradient de la vitesse pendant les runs et un gradient de la vitesse pendant les runs. Je vous ai dit que ça crée un flux de cellules. Donc une explication naïve, ça pourrait être ça, qu'on crée pour les bactéries un gradient de la vitesse à laquelle elles se déplacent, et le gradient de la vitesse à laquelle elles se déplacent, il va créer un courant, et ça va déplacer les cellules dans une direction donnée. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, et je vais essayer de vous montrer maintenant comment ça se passe. Avant ça, il y a une question, c'est comment est-ce qu'une cellule peut détecter un gradient ? Alors, il y a une façon simple, c'est de dire il suffit que la cellule mesure la concentration, par exemple, d'un chémoattractant à l'avant, qu'elle le mesure à l'arrière, qu'elle fasse la différence. Dans ce cas-là, elle saura où est le gradient et elle pourra réagir au gradient. Alors, ce n'est pas très facile de trouver des mécanismes, je vous en proposerai un tout à l'heure, où la cellule compare ce qui se passe à l'avant et à l'arrière, mais c'est des choses qui existent. Donc, elle peut le détecter de façon spatiale. Ça, c'est le cas plutôt des grosses cellules. Les petites cellules, la différence de concentration va être trop faible et elle ne va pas arriver à mesurer la différence de concentration entre l'avant et l'arrière, surtout qu'il y a des fluctuations dans ces mécanismes-là. Et les fluctuations peuvent brouiller complètement la détection. Donc ce que font les petites cellules, en particulier les bactéries, c'est qu'elles ne mesurent pas la concentration à l'avant et à l'arrière, mais elles mesurent la concentration en fonction du temps dans la direction où elles avancent. Donc elles font une détection temporelle du gradient. Donc, je vais discuter ces deux mécanismes-là, qui sont compris depuis assez longtemps. Je vais commencer par les bactéries, et donc par la détection temporelle du gradient. Et ça, je vais faire ça pour le champ que je connais le mieux, qui est la chimiotaxie. Et donc je vais discuter la chimiotaxie des bactéries. Je vais répéter ce que j'ai dit au chapitre précédent. La personne qui a étudié, j'allais dire par le menu, la chimiotaxie des bactéries, c'est Howard Berg. Il a écrit un livre qui est encore plus magnifique que le précédent, qui s'appelle E. coli in Motion. Où il détaille absolument tout le mécanisme de fonctionnement des hélices de la bactérie en allant jusqu'à ce phénomène de chimiotaxie. Alors, le résultat principal de toute une série d'articles de Howard Berg, c'est que ce que fait la bactérie quand elle veut aller vers une source, alors je vais considérer des chémoattractants, vous m'accorderez que si vous renversez le signe, vous aurez le cas des choses qui repoussent. Donc, je vais considérer un gradient de chémoattractant. Et je vais appeler C la concentration en chémoattractant. Donc C dépend de R, parce que si C ne dépend pas de R, il n'y a pas de gradient. Le premier résultat d'ailleurs de Howard Berg, c'est que si la concentration est homogène, si vous changez la concentration en chémoattractant, ça ne change pas le mouvement de la bactérie. Donc l'effet doit disparaître quand la concentration est homogène en chémoattractant. Ce que dit Howard Berg, c'est que ce que fait la bactérie, c'est qu'elle allonge ses runs quand ils sont dans la direction du gradient.
Alors, et ça, c'est un résultat expérimental. Ce que ça veut dire, ça, c'est quand même que le paramètre qui n'est pas homogène, ce n'est pas la vitesse, c'est le temps que j'appelais taux tout à l'heure. Donc le temps 1 sur taux, c'est 1 sur taux 0, qui est une constante, plus, moins. 1 sur taux, c'est le taux de tumbling. Donc si le temps s'allonge, le taux doit diminuer. Et puis il y a quelque chose qui doit dépendre de la concentration. La bactérie mesure la concentration en fonction du temps t à l'avant. Donc il y a quelque chose à chaque instant t que je dois sommer, elle intègre tout ce qu'elle a mesuré. Donc il y a quelque chose qui va être c de t', dt'. Et puis la seule relation linéaire qui permet de relier ce qui se passe à un instant t' à ce qui se passe à un instant t, c'est k de t moins t'. Donc en pratique, ce n'est pas une mesure continue, elle mesure la concentration à des points discrets, et puis elle intègre cette concentration à des temps discrets, et elle diminue le taux de tumbling si elle va dans le sens du gradient. La première chose, c'est à quoi ressemble cette fonction k. Donc cette fonction k de t, en général, c'est une fonction qui est non monotone et qui change de signe. Donc elle est quelque chose comme ça. Il y a un temps caractéristique que je vais appeler tau c ici. Alors vous allez me dire, il y en a deux. Il y a celui-là et il y a celui-là. Mais en fait, il faut qu'il n'y ait pas d'effet sur le temps de tumbling si la concentration est constante. Si je fais une concentration constante et que je regarde à temps long, ça veut dire que l'intégrale de k de t dt est égale à 0. Ou que cette R-là est égale à cette R-là. Donc voilà ce qu'on a envie de faire. Pourquoi le signe est celui-là, je vous dirai ça dans une minute. On le verra sur la formule mathématique. Après, ce qu'on a envie de faire, ce n'est pas d'écrire le temps de tumbling en fonction de ce que mesure la bactérie, mais on a envie de l'écrire en fonction du gradient de la concentration, qui est ce qu'on impose de l'extérieur. Alors si on est un peu naïf, on a envie de dire que 1 sur taux, c'est 1 sur taux 0, moins quelque chose qui dépend de gradient C. Gradient C, c'est un vecteur, donc la seule chose qui peut y aller pour faire un temps, ça va être un vecteur aussi. Donc le seul vecteur qui a, c'est V, donc il doit y avoir 1 moins V gradient C. Là, il faut que j'écrive la même formule que dans mes notes pour ne pas me tromper. Et ici, il y a un coefficient que j'appelle bêta. Je peux deviner que la forme, et celle-là, c'est la seule forme qui respecte la symétrie du problème. Je ne peux pas deviner ce qu'est le coefficient bêta, et tout le jeu, c'est de calculer ce coefficient bêta en fonction du noyau de ce que mesure la bactérie qui est là, ou de la mémoire que la bactérie garde des mesures de la concentration qu'elle a faites. Il s'avère que le calcul est assez subtil, donc je ne vais pas vous le faire. Il a été fait par quelqu'un vers lequel je suis un peu biaisé, parce qu'il a été fait par Pierre-Gilles Lejeune. En 2004. Donc il a pris cette formule-là, il a supposé que C de T', c'est C de la position R où la bactérie se trouve à l'instant T'. Puis après, il faut faire des développements, sauf qu'il faut les faire de façon subtile. Si on les fait bêtement, on n'arrive pas à la solution. Donc je vais juste vous écrire le résultat. Le résultat, c'est que bêta, c'est somme de 0 à plus l'infini de K de T dt. Si on veut que bêta soit positif, et bêta soit positif, ça veut dire que V il va dans le sens du gradient, si j'ai une fonction K qui est comme ça, cette exponentielle, elle va couper les temps longs, et donc il faut que ça soit dominé par les temps courts, et ça aura le signe de ce qui se passe à temps court. Donc c'est pour ça que je choisis une fonction qui est comme ça, et pas une fonction qui est dans le sens inverse. Si c'était un
répulsif, je pourrais choisir la fonction qui est dans le sens inverse. Alors maintenant, je veux juste discuter ce qui se passe pour une bactérie. Donc je vais revenir à ma description en termes de trajectoire. Mais si j'ai un gradient, maintenant le vecteur total couvert par la bactérie, comme elle est tirée par le gradient, il ne sera plus orienté de façon aléatoire, ou si vous voulez le dire dans des termes un peu pédants de physiciens, le gradient a brisé la symétrie de rotation. Et donc il y aura une valeur moyenne du vecteur R qui est non nulle. Donc R, je le reprends tout à l'heure, c'est somme sur I, où I c'est le nombre de pas de VI fois TI. Et après, c'est ça que je veux moyenner. Alors, d'abord, il y a la moyenne du temps t. Alors, je vous ai dit que la valeur moyenne de T2, c'était 2 fois T2. La valeur moyenne de T, c'est taux simplement. Donc, il faut que je prenne l'inverse de ça. Et puis, je vais développer, je vais supposer que la correction due à la chémotaxie est petite. Donc, ça me donne, pour chaque pas, il va y avoir un terme V sur le pas fois taux, valeur moyenne. Ça, c'est ce qui va venir quand je prends ce terme-là. Si je prends le deuxième terme, il va y avoir plus bêta, c'est taux 0, taux 0 carré, V scalaire gradient C, somme sur tous les paillis, puis je vais moyenner ça. Maintenant, ce sur quoi il faut que je moyenne, c'est l'orientation de la vitesse des bactéries. Donc, je vais moyenner sur l'orientation de V. Ce terme-là, il est proportionnel à V, et donc si je moyenne sur ce terme-là, ça donne 0. En d'autres termes, s'il n'y a pas de gradient de concentration, la vitesse est orientée de façon aléatoire, et le mouvement doit être diffusif, comme je vous l'ai dit au début. Donc ce terme-là, il ne contribue pas. Donc il ne reste plus que le deuxième terme. Alors, il y a une somme sur I de ce terme-là, tous les pas sont équivalents, donc ça va faire un facteur n. Ça va être proportionnel à gradient de C, puisque c'est le seul vecteur. Il y a un facteur bêta taux 0 carré. Et puis après, il faut que je moyenne ça. Pardon, j'ai oublié le V là. Ça, c'est ce qui vient de là. Et puis ce que je moyenne, c'est la vitesse. Donc il faut que je moyenne V fois V scalaire gradient C. Vous m'accorderez que ça donne V2 sur 3 gradient C. Donc voilà le déplacement de la bactérie après n pas, où j'ai supposé qu'à chaque pas, il y avait un taux de tumbling qui était ce taux qui est là, qui a la contribution isotrope, plus moins une contribution qui dépend du gradient. Après, je vais jouer le même jeu que tout à l'heure. Je vais écrire que n taux 0, c'est T. V2 taux 0 sur 3, c'est le coefficient de diffusion. Il reste bêta. Et il reste gradient C. Donc cette fois, il y a bien une vitesse de chémotaxie. La vitesse de chémotaxie, elle est induite par le gradient de concentration. Elle est proportionnelle au gradient de concentration. Et je vais écrire que la vitesse V, due à la chémotaxie, c'est D bêta gradient C. Ce coefficient D bêta, c'est ce qu'on appelle le coefficient de chémotaxie. Donc, quand j'applique un gradient de concentration, le mouvement est plus diffusif. C'est un mouvement diffusif qui est biaisé. Il y a une vitesse finie, puis il y a des fluctuations diffusives autour de ces vitesses-là. Et ce qui caractérise la vitesse, c'est ce coefficient de chémotaxie qui s'appelle C.
Je vais juste faire une remarque. J'ai deux temps caractéristiques maintenant. J'ai ce temps tau c qui est là, et puis j'ai le temps de tumble tau 0 qui est ici. Le temps tau c, il ne peut pas être trop court, parce que s'il est très très court, la bactérie va moyenner la concentration sur un temps qui est extrêmement court, et il va y avoir beaucoup de bruit. Donc tau c ne peut pas être trop court, autrement il y a beaucoup de bruit. Il y a du bruit parce qu'on moyenne sur très peu de points. Qu'est-ce qui se passe maintenant si tau c est très grand? Si tau c est très grand, il va devenir plus grand que le temps tau 0, et ça veut dire que je ne vais pas moyenner sur un run, mais je vais moyenner sur un mouvement brownien, et à nous je vais avoir beaucoup de bruit. Donc si je veux travailler proprement, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me place dans un cas où tau et tau c sont du même ordre de grandeur. Donc ce qui est optimum, donc si tau est trop grand, et donc ce qui est optimal, c'est tau c de l'ordre de tau 0. Tau 0, alors ça a disparu, c'est plus le monde transparent, mais c'était à peu près 1 seconde, donc ça veut dire que le temps tau c il doit être de l'ordre d'1 seconde. Pour E. coli, je crois que c'est 2 ou 3 secondes, hein, le temps tau c. Donc voilà comment ça marche pour E. coli. Je n'ai pas réglé le problème des cellules eucaryotes, hein, les cellules du système immunitaire par exemple. Il y a des gradients de cytokines qui les amènent vers les endroits où elles doivent aller, et elles ne travaillent pas comme ça, la plupart. Elles travaillent en mesurant la différence de concentration entre l'avant et l'arrière de la cellule. Alors c'est aussi un cas pour lequel il y a un modèle assez ancien. Des cellules eucaryotes. Alors le modèle de chimiotaxie des cellules eucaryotes, il a été fait par deux mathématiciens, enfin un mathématicien et une mathématicienne d'ailleurs, c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le mentionner, qui s'appellent Keller et Segel. C'est le Journal of Theoretical Biology, 1971. Alors c'est des vrais mathématiciens, donc il faut un modèle à une dimension. Et je vais vous faire le modèle à une dimension. Ils disent à la fin c'est la même chose à 3 dimensions. Je pense que c'est vrai que c'est la même chose à 3 dimensions. La seule chose que ça change, c'est des coefficients numériques. Donc voilà mon axe à une dimension que je vais appeler x. Je vais prendre un point x ici, et puis à ce point x, il y a une cellule. Donc elle va de x moins 1 sur 2 à x plus 1 sur 2. Elle a une longueur A, ça c'est la cellule. Puis elle fait des pas de longueur L. Voilà x moins L. Et voilà x plus L. Donc elle fait des pas de longueur L. Avec un taux
K de C, ça veut dire un taux qui dépend de la concentration en chimioattractant, et le C qu'ils choisissent, c'est le C à l'avant de la cellule. Donc c'est le taux avec la concentration mesurée à l'avant de la cellule. Puis ce qu'il calcule, c'est le flux de cellules au point X. Alors, le flux de cellules au point X, c'est le nombre de pas qui passent par le point X. C'est le nombre de cas au cours duquel il y a une configuration comme ça, où la cellule dépasse le point X. Alors, les cellules qui arrivent au point X, si elles arrivent de la gauche, si je regarde les mouvements qui viennent de la gauche, vous m'accorderez que c'est toutes les cellules dont le centre est à x moins L. Elles ont une probabilité de faire un pas. Si elle est à x moins L, elle va arriver juste là. Et puis si elle est un peu plus près, elle va arriver un peu plus loin, et donc elle sera passée au point X. Donc le flux J venant du point X, J, c'est somme de x moins L à x fois la densité ρ de x', où x' est le point d'où part la cellule, fois le taux, la probabilité par unité de temps que la cellule fasse un pas. Ça, c'est K de C. Et si la cellule est au point x', l'avant, il est au point x' plus A sur 2. Donc c'est C de x' plus A sur 2 dx'. Ça, c'est le flux des cellules qui arrivent de ce côté-là et qui déplacent le point x. Puis évidemment, la cellule elle a une certaine probabilité d'avoir déjà dépassé le point x et elle peut revenir en arrière. Donc moins. Pareil, toutes les cellules qui sont plus près que x plus L, elles vont dépasser x, donc elles vont compter dans le flux. Donc je vais avoir somme de x à x plus L, de ρ de x'. Cette fois, l'avant, il est là. La cellule se déplace dans ce cas-là. Donc il y a un K de C. Le centre de la cellule, il part de x'. Donc l'avant de la cellule, maintenant, il est à x' moins A sur 2. Dx'. Donc voilà le flux de cellules qui passent au point X. Et en gros, ça c'est tout l'article de Keller et Segel. Alors ce que je ne vais pas faire, c'est la seule chose qu'il faut faire après, c'est faire des développements limités de tout ce qui est là-dedans autour du point X. Et garder les termes linéaires. Alors si vous faites ça, vous trouvez J égale moins D gradient ρ plus chi ρ gradient C. Où il y a un coefficient de diffusion D égale L2 K de C à un point donné, puis un coefficient de chimiotaxie qui. Alors, ce que je prétends, c'est que le coefficient de chimiotaxie, c'est bien celui-là, parce que le flux, c'est ρ fois la vitesse de chimiotaxie. Donc, c'est ρ fois la vitesse de chimiotaxie, qui est chi gradient C. Et ça, je vais l'écrire comme tout à l'heure, bêta fois D. Puis, si vous faites le développement, bêta, c'est moins 1 moins A sur L,
1 sur K dK sur dC. Alors, il y a plusieurs remarques sur ce résultat-là. D'abord, c'est que la formule pour le flux, c'est la même que pour les bactéries. Je parle ici d'un modèle qui était complètement différent. Dans un cas, les bactéries mesurent le temps, et dans l'autre cas, les bactéries mesurent la différence de concentration, ou mesurent la concentration à l'avant. Et on trouve bien qu'on a un coefficient de chimiotaxie qui est proportionnel au coefficient de diffusion, et puis qui a un coefficient bêta. Ça, c'est ce qu'on aurait attendu naïvement pour le coefficient de diffusion. La vitesse, c'est K fois L. Donc ça, c'est bien K fois L au carré divisé par K. Il manque le 3, mais ça, c'est parce que c'est à une dimension. À une dimension, il y a un facteur 1. À 3 dimensions, il y a un facteur 3. Le 3, il venait d'une projection. Il n'y a pas de projection. Là. Donc le problème est simple. Et puis, la seule chose qu'on obtient, qu'on n'aurait pas pu deviner, c'est ce coefficient bêta-là. Il dépend surtout de la géométrie. Il dépend de 1 sur K dK sur dC. C'est la dérivée du logarithme de K par rapport à la concentration. Et puis, il dépend du rapport du taux de la taille de la cellule divisée par la taille des pas. Ce qui m'a un peu surpris là-dedans, et j'avoue que je n'ai pas trop réfléchi, c'est que si on veut que bêta soit positif, moi j'aurais tendance à dire que K augmente avec C, parce que plus la concentration en chémoattractant est grande, plus elle a envie de sauter vers le chémoattractant. Donc si K de C, si dK sur dC est positif, il faut que A soit plus grand que L. Donc il faut faire des pas tout petits si on veut, dans ce cas-là, aller vers le chémoattractant pour que ce facteur-là soit positif, comme il l'était tout à l'heure dans mon problème de bactéries. J'avoue que je n'ai pas d'interprétation qualitative de cet effet-là, mais la réponse, c'est quand même que dans les deux cas, que ce soit pour les cellules eucaryotes ou pour les cellules pour les bactéries, on retrouve les mêmes équations de chimiotaxie, et à peu près tous les gens qui font de l'hydrodynamique avec des bactéries utilisent cette loi de chimiotaxie qui est la loi de Keller et Segel qui est écrite ici. Alors vous allez me dire, c'est la fin de l'histoire. En fait, ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire. Par exemple, parce que je vous ai dit qu'il y avait du bruit. Donc on peut se poser la question, dans quelle mesure est-ce que le bruit va brouiller la chimiotaxie et qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser le bruit. Donc c'est ça que je voudrais discuter maintenant. Alors j'ai appelé ça sensibilité de la chimiotaxie. Donc c'est troisièmement. Alors pourquoi est-ce qu'il y a du bruit? Parce qu'il y a des fluctuations de densité dans les systèmes de détection et que le bruit peut brouiller la chimiotaxie. Alors évidemment, le premier à avoir fait ça, c'est Howard Berg encore. Il s'est intéressé dans le bruit pour la chimiotaxie des bactéries. Biophysical Journal. Il a fait ça avec Purcell. Purcell, c'est un cas intéressant pour la biophysique parce que c'est un monsieur qui a eu le prix Nobel de physique. Il a eu le prix Nobel de physique pour la résonance magnétique nucléaire. Et le soir, quand il avait le temps, il faisait de la biophysique. Et il a écrit cet article qui est absolument magnifique, qui pour moi est un des plus beaux articles de la biophysique, qui s'appelle Life at Low Reynolds Number. Et parmi les étudiants de Purcell, il y avait Howard Berg. Il a continué à travailler avec Howard Berg sur la physique des bactéries. Ce que je vais faire, ce n'est pas vous décrire le travail de Berg et Purcell. Je vais revenir à ce que j'ai dit au début. Je vais regarder ce qui se passe pour une cellule eucaryote. Et je vais suivre le travail de deux personnes qui s'appellent Ian Levin et Ian Rappel. Alors, je vais vous faire un modèle de cellule qui est
ultra simplifié, mais qui permet très bien de comprendre ce qui se passe. Je vais dessiner ma cellule comme ça, avec une partie arrière ici, une partie avant ici, et puis il y a une concentration C en signaux-attractants, elle est grande de ce côté-là, je vais l'appeler C+, je vais l'appeler C- ici. Puis il y a des récepteurs sur la surface des bactéries, et ces récepteurs, ils peuvent être soit activés, soit désactivés, et ce que fait le chimio-attractant, c'est qu'il active, il active les récepteurs sur la surface. Et les récepteurs spontanément se désactivent. Donc j'ai deux types de récepteurs de ce côté-là. On va dire que les jaunes, on va en mettre que deux. Les jaunes, ils sont activés, les bleus, ils ne sont pas activés. Et puis j'ai N récepteurs. De l'autre côté, j'ai aussi N récepteurs. Les jaunes, ils sont activés. Donc, comme C+ est plus grand, j'ai beaucoup de jaunes. Et puis j'ai un peu moins de bleu, parce que les récepteurs ont été activés par la concentration qui est plus grande ici. Alors ça, c'est un système à deux états. Donc ce que je veux essayer de... Ça, c'est un système à deux états, ça, c'est un système à deux états. Et ce que va mesurer la bactérie, c'est la différence entre le nombre de récepteurs activés qu'il y a de chaque côté. Alors je vais appeler P la probabilité qu'un récepteur soit activé. Puis je vais écrire des équations de cinétique chimique. Comme c'est assez classique de faire pour des systèmes à deux niveaux, ça veut dire que je vais écrire que dP sur dt, alors que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, dP sur dt, c'est l'activation. L'activation, elle est proportionnelle à C, donc c'est Kc, K plus C, facteur de 1 moins P, parce que je peux activer un récepteur que s'il n'est pas déjà activé, et puis il se désactive spontanément. Donc il y a un facteur moins K moins P. Ça, c'est l'équation qui me décrit la cinétique d'activation des récepteurs. Alors je vais m'intéresser à l'état stationnaire. P, c'est C, KD, c'est K- sur K+. S'il y a très peu de C, c'est très peu activé et P voisin de 0. Si j'augmente beaucoup C, tout le monde est activé. Si C est grand devant KD, cette chose-là fait 1. Donc c'est ça l'équilibre chimique pour un système à deux états. Mais maintenant, K+, et K-, c'est des probabilités par unité de temps que les récepteurs passent de l'état activé à non activé ou de l'état non activé à activé. Ça veut dire que ça me donne la valeur moyenne mais du nombre de récepteurs activés, mais qu'il y a des fluctuations autour de ça. Donc ce que je veux regarder, c'est les fluctuations autour du... Donc le nombre de récepteurs activés, c'est NP. Hein. Et je veux regarder, est-ce que les fluctuations en nombre sont grandes devant NP ou sont petites devant NP? Il est clair que si n est tout petit, les fluctuations vont être importantes, mais il y a peut-être d'autres moyens d'optimiser le signal que de jouer sur le nombre de récepteurs. Avant ça, qu'est-ce que c'est le signal que mesure la bactérie? C'est n fois delta P, c'est-à-dire c'est le nombre de récepteurs activés ici, moins le nombre de récepteurs activés là. Je vais l'appeler delta S. C'est n fois delta P. Il va y avoir un delta C, donc je vais simplement linéariser, et n delta P, c'est proportionnel à la distance A, à la taille A de la cellule.
fois gradient C, et puis après il faut prendre la dérivée de ça par rapport à C. C'est KD sur C plus KD au carré. J'ai pris ça du côté plus, moins ça du côté moins, et j'ai simplement écrit que delta C, c'était C de ce bord-là, moins C de celui-là, donc c'est gradient C fois A. Donc ça, c'est le delta C entre les deux côtés de la cellule. Donc ça, c'est le signal. Maintenant, il faut que j'estime le bruit. Donc je vais écrire la variance c'est l'écart type au carré. Et puis c'est un processus complètement aléatoire. Donc si j'ai une probabilité P d'être activé, une probabilité 1 - P de ne pas être activé, si vous revenez à vos cours de statistiques de quand vous étiez petit, vous trouvez que sigma 2, c'est N P 1 - P. Et si je reporte, ça fait NCKD donc ça, c'est le carré de la fluctuation autour de la valeur moyenne du signal que j'ai écrit ici. Alors, ce que les gens mesurent d'habitude, c'est le rapport signal sur bruit. Ça, c'est delta S sur sigma. Alors, ça fait racine NKD sur C, facteur de gradient CA, sur C plus KD. Donc voilà le signal sur bruit de mes bactéries qui est dû au bruit, qui est le bruit d'excitation des récepteurs des deux côtés. La question, c'est comment optimiser le rapport signal sur bruit. Alors d'abord, il y a un moyen très simple, c'est d'augmenter n, puisque le signal il est proportionnel à n, le bruit il est proportionnel à la racine de n, et ça vous augmentez n. C'est justement ça l'argument de Warburg, que le nombre de molécules dans une bactérie est petit, et donc le nombre n ici, on ne peut pas l'augmenter autant que ce qu'on voudrait pour éliminer complètement le bruit. Donc on peut augmenter n. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est jouer sur la concentration, c'est-à-dire se placer où on a une concentration où cette chose-là est optimale. Alors une façon simple de voir ce qui se passe, c'est de dire qu'il y a une échelle de variation de la concentration en chémoattractant, et comme je l'ai dit tout au début, je veux que cette échelle de variation elle soit grande devant la cellule. Donc je vais écrire que gradient C, c'est C sur D, où D est très grand devant A. Une fois que vous avez écrit ça, c'est facile de vous persuader qu'il y a un optimum à cette fonction-là. Vous pouvez l'écrire en fonction de C sur KD. L'optimum, c'est un nombre en fonction de C sur KD. Et donc l'optimum, il sera quand C est de l'ordre de KD. Alors pourquoi c'est comme ça? Si C est petit, il y a très peu de récepteurs. Ici, vous avez C, vous avez racine de C. Et le rapport de signal sur bruit est tout petit. Donc on n'a pas du tout intérêt à faire C tout petit. Si C est très grand, tous les récepteurs sont saturés. Et donc ça ne sert à rien d'augmenter la concentration au-delà de l'endroit où on sature tous les récepteurs. On sature tous les récepteurs dès que C est plus grand que KD. Donc on ne veut pas qu'il soit trop petit devant KD, on ne veut pas qu'il soit trop grand. Et la façon d'optimiser
la détection, c'est de se placer quand C est de l'ordre de KD. Je n'ai pas tout à fait fini sur cette histoire-là. Je vous ai expliqué comment la cellule détectait le gradient. Je vous ai expliqué le rôle du bruit. Mais il y a encore une chose qui me reste, c'est comment est-ce que la cellule, maintenant, compare ce qui se passe à l'avant de ce qui se passe à l'arrière. Donc, je ne vais pas finir ça, mais je vais juste vous dire comment on résout ce problème-là. Et puis, je vous ferai ça la semaine prochaine. Donc, je suppose que j'ai atteint cette étape-là. Et puis, ce que je veux, c'est un mécanisme, les récepteurs étant activés des deux côtés, par lequel la cellule fait la différence entre le nombre de récepteurs activés à l'avant et à l'arrière. Alors, je prends des cellules à une dimension comme ça. Je suis tout à fait convaincu que ça ne changerait rien de les faire à 3 dimensions. Ça me compliquerait les mathématiques de façon importante. Mais c'est la seule chose que ça ferait. Alors, l'idée, donc j'ai appelé ça traitement du signal par la cellule. C'est de dire, une fois que j'ai activé les récepteurs qui font ça, ce que je veux, c'est c'est produire un signal. Donc je vais appeler R le signal produit. Et je veux que ce signal à l'avant, il soit proportionnel au gradient de C. Alors, l'idée, c'est que une fois que j'ai activé ces récepteurs-là, S, il va faire 2 choses. Il va activer des activateurs de R et des inhibiteurs de R. Ça va inhiber R, et ça va activer R. Ça ne suffit pas encore, ça. Ce qu'il faut, c'est que ce A-là, il reste dans la membrane, et que l'inhibiteur, il soit soluble en partie. Donc l'activateur, il reste dans la membrane. Et l'inhibiteur, il est soluble. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que ça suffit? Mais si l'inhibiteur n'est pas soluble, je vais activer l'activateur et l'inhibiteur à l'avant, je vais activer l'activateur et l'inhibiteur à l'arrière, mais l'avant et l'arrière ne se parlent pas. Donc ce qui se passe à l'avant est complètement indépendant de ce qui se passe à l'arrière. Si l'inhibiteur est soluble, il va y avoir un gradient de concentration à l'intérieur de la cellule. S'il y a un gradient de concentration, il y a un flux dans l'intérieur de la cellule qui va de l'endroit où l'inhibiteur est plus concentré vers l'endroit où il est moins concentré. Et la partie avant et la partie arrière de la cellule se parlent. Si la partie avant et la partie arrière de la cellule se parlent, on va pouvoir avoir un signal qui est proportionnel au gradient de concentration ici. Je vais m'arrêter là, je vous montrerai comment ça s'écrit. Une fois qu'on a compris cette idée-là, tout est extrêmement simple. Et effectivement, on arrive à la fois à avoir un signal qui est proportionnel au gradient de concentration. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je suis prêt à prendre toutes les questions que vous voulez et je vous remercie de votre attention.